des portes. Troisième étage. Salut, Hello, salut. ça va? Oui, bienvenue. Aujourd'hui, avec Simone Business Club, on rencontre Angélique de la marque Amicalement Soi. Elle nous a invités chez elle pour qu'on parle de ses expériences et de son parcours entrepreneurial. Bienvenue chez moi, du coup. Merci, dans le bureau appartement. Ça vaut pas voir ce qui se passe derrière. Mais cette partie-là, c'est Cette pas mal. partie-là, c'est clean, c'est nickel. Du coup, je vais te laisser te présenter. Tu peux commencer par ton parcours, tes études, ce que tu faisais avant de lancer ta marque. Alors, moi, du coup, c'est Angélique, la créatrice d'Amicalement Soi. Et moi, j'ai ma marque, tu vois, depuis maintenant 4 ans. Ok. Je l'ai créée en avril 2022. Je ne me trompe pas, c'est bon, on est bon sur les chiffres. Et je l'ai lancée pendant mon master que je faisais à Rome, en textile. Ok. J'ai fait l'Académie des costumes et modas, qui est une école spécialisée vraiment sur la partie très textile, print, tous les différents ennoblissements, ce genre de choses, à Rome. Trop bien. Année aussi incroyable. Trop Et en même cool. temps, je lançais la marque. Donc, cette année-là a été, mon master plus lancement de marque a été quelque chose d'assez incroyable. Et je me suis lancée sur Ulule, suite au conseil de pas mal de potes, et notamment du créateur de Panafrica, Wilfred Richouf, qui m'avait conseillé de faire sur Ulule. Ouais. Et donc, je me suis lancée dessus. Ça a trop bien fonctionné. Et ce qui devait être un petit projet, mais en fait, c'est devenu ma marque aujourd'hui. Parce que quand j'ai fini mon master, je me suis dit, bon, j'ai le choix entre me taper 4 ans de stage de 6 mois, bon, je caricature, ou en fait me mettre sur ce projet qui a déjà 1 an. Et en fait, je me suis lancé dessus. Mais c'est trop bien de se lancer pendant ses études. Et c'est trop cool parce qu'en fait, j'apprenais les choses et je les appliquais dans ma boîte en même temps. Enfin, c'était assez, c'était vraiment du théorique au concret. Donc ça, Ouais, j'ai puis t'as du adoré cette temps. partie-là. Ouais. T'as du temps, hyper créatif. C'était une année. Quand je revois les photos de dessin, de création, c'était une année qui a été incroyable. Et puis après, je m'entourais de plein de gens qui aimaient bien la photo, de faire. C'est vraiment, pour moi, c'était ma petite bulle Aujourd'hui, j'aimerais bien y retourner parce que c'était quand même bien l'effervescence du début et le côté innocent du début. Et surtout, c'était plus facile d'avoir un mode de vie à peu près sympa à Rome, sans gagner des milliers des cents, qu'à Paris. Ça, c'est le clair. petit truc. Et avant, j'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. En fait, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai fait un burn-out pendant mes études, qui était une période aussi, là, pour le coup, très compliquée de ma vie. J'ai un peu hésité entre un billet que j'avais pris pour aller à Rio et reprendre une 3e année pour finir ce cursus. J'ai choisi la raison. J'ai fini une 3e année à l'atelier Chardon-Savard. Et là, ça a été incroyable. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appliqué toute la partie très technique que j'avais appris à la chambre syndicale et une partie qui était plus créative, du coup, à Chardon-Savard. Donc, les deux, pour moi, ça a été vraiment hyper complémentaire. Et puis, il y a eu une période pendant les 2 de 1 an et demi de stage pendant le confinement, enfin, un peu compliqué. Et puis après, j'avais visité une usine, donc c'est un peu la jeunesse du projet, où je pensais que c'était une usine de rideaux dans ma tête. C'était à Laval, là où mes parents habitent, parce que je suis retournée là-bas pendant le confinement. Et j'ai découvert cette usine. Pendant 1 mois, j'ai découvert un métier, un mentor, qui était la directrice de l'usine, qui m'a vraiment fait découvrir tout ce qui était l'imprimé textile. J'ai développé plein de trucs pour eux. Et en revenant de mon humanitaire, ils m'ont offert mon premier job. J'ai bossé pour eux pendant 5 mois. Après, je disais voilà, de faire mon master, de me spécialiser dans le textile un peu suite à ça. Et je leur avais dit à la fin du stage, enfin, à la fin du boulot, est-ce que je pourrais faire une petite série de carrés? Ils m'ont dit oui. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû trouver un nom. Lulu est arrivé après en faisant conseil par des copains. Mais c'est parti vraiment d'un oui de cette usine, de la découverte de cette usine, et après j'ai lancé. Ah ouais, donc tout s'est fait un peu de manière parce que j'avais l'usine naturelle, en fait. quoi. Voilà. Et hyper fluide. Mais bon, après, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, faut que je trouve un nom, faut que je trouve en fait de que je dessine ces carrés-là. Et tout s'est suivi. J'ai lancé la première collection. Donc on a levé 10 000 € sur Ulule. Ensuite, on a eu l'été où j'ai vendu sur les marchés à l'île de Ré. Je suis allé vraiment vendre ça. Ça a trop bien fonctionné avec le reste du stock que j'avais. Et après, voilà, je me suis lancé à 100% dessus. Pendant, il y a eu 1 an où ça a été un peu un travail aussi, je pense, beaucoup d'apprentissage sur moi, où j'essaie de faire des pop-up, mais il y avait encore besoin de se construire parce qu'en fait, j'étais un baby, je suis toujours, j'ai 25 ans, mais j'étais un baby vraiment en mode à essayer de comprendre un peu tout ça. Et là, je me suis approché par quelqu'un qui travaille chez KPMG. Qui bossait dans le milieu associatif avec mon père. Et en fait, il m'a proposé de me suivre sur la levée de fonds. Enfin, de me proposer de faire une levée de fonds. Et donc, j'ai fait une levée de fonds en 2024. Donc là, c'est là qu'a été vraiment aussi un gros déclencheur, en fait, pour beaucoup de choses. J'avais mis des choses en place, mais ça a vraiment professionnalisé le projet. Et pas juste à mes copains qui me disaient, ah, c'est trop cool. Et puis voilà, les potes de potes, une fois qu'ils ont acheté des carrés, le fait d'avoir un peu des professionnels qui se mettent dedans. Et après, voilà, j'ai levé des fonds. Ça m'a donné un coup de boost pour me dire ok, maintenant il faut aussi leur prouver qu'ils avaient raison de compter sur moi. Et t'as levé combien? J'ai levé 60 000. Et avec 4 investisseurs qui ont vraiment un profil plus business angel. Je faisais que des gens
pour moi, c'était assez important. Je pense que pour les gens qui qui font une levée de fonds, j'étais allé voir que des gens qui étaient soit chefs d'entreprise, soit qui avaient en fait déjà investi dans d'autres boîtes, mais qui n'avaient pas ils misaient pas tout là-dessus. Non pas parce que je veux pas que ça fonctionne, mais plutôt parce qu'en fait, pour moi, c'était des gens qui allaient vraiment avoir aussi un regard hyper concret, hyper réaliste. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est des super bons conseils pour la boîte. Ouais, ils ont pas juste mis des billes, Non, ils et te je peux les conseillent appeler aussi. pour des conseils. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Il y en a qui sont dans le domaine, pas forcément, de la mode. Il y en a un qui est dans le domaine de la mode, mais sinon les autres non. Mais ils me donnent des super bons conseils. Et ça m'a permis en fait de tenir jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, on se rend compte que 60 000 euros, ça paraît, enfin pour moi c'était énorme à l'époque, mais ça part très 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 vite. Et ça m'a permis de faire des salons, ça m'a permis moi de me payer aussi. J'ai un peu vraiment pu commencer à vraiment me payer à partir de ce moment-là. Mais ce qui m'a permis du coup de me focus à fond sur la boîte, parce qu'avant je faisais un peu plein de petits jobs à côté, et là ça a pu me permettre de me centraliser un peu dessus. J'ai été vendeuse chez Octobre Édition, je faisais des cours de couture, je faisais plein de petits jobs, et encore un peu aujourd'hui, parfois de temps en temps, s'il y a des mois qui sont moins bons, je vais encore faire un boulot de freelance ou des choses comme ça. C'est pas tout le temps stable, mais c'est vrai que ça m'a permis voilà, de donner une autre dimension. Donc là, depuis 2 ans, t'es full-time Je suis full-time sur la boîte, et en fait, il y a eu un moment donné où il y a eu un petit creux, donc là, je me suis mis à faire le service de traiteur à domicile. Ah oui, j'ai vu que tu faisais ça. Ouais, en fait, parce que je me suis dit, ok, dans tous les petits jobs que j'ai fait, qu'est-ce que je sais faire, que j'aime bien faire, et que je vais pouvoir appliquer. Et j'ai une copine qui a fait ça, en fait, surtout qui était chef à New York, chef privé à New York, et qui est revenue à Paris, et elle a fait une ou deux prestations, et elle m'a dit, bah, si tu veux venir m'aider sur un ou deux trucs. Et elle m'a dit, mais tu pourrais carrément le faire. Et je me suis dit, bah, oh, t'es sûr? Elle me dit, oui, vas-y. Et en fait, mon premier truc, c'était je suis pas sûr qu'ils sachent que j'étais leur premier client, mais c'était un plutôt bon succès. C'était pour un baptême pour 40 personnes. Et là, j'ai fait 12 préparations. Un peu taré. Maintenant, je réduis un peu parce que c'était too much. Ouais, mais il faut y aller. Et c'était encore, mais je pense que le fait d'être entrepreneur, tu te dis, tu fonces et tu penses après. Et ça a été en fait, ça a super bien fonctionné. Et à la fin, tu as eu un des grands-pères qui est venu me voir en me disant, c'est vous qui avez cuisiné Mademoiselle, c'est super bon. Donc, c'était le truc qui m'a permis, moi, de me sortir aussi un peu de la boîte. Il y a des moments aussi où, bah voilà, ça fait quand même depuis 3 ans, bientôt 4 ans que je suis sur le projet. C'était bien d'avoir ce petit job à côté qui en même temps était créatif et me permettait d'en sortir un peu aussi. Ouais, ça fait du bien de plus être la tête dans le guidon et de sortir un peu, faire autre chose. Et ouais. Voilà. Donc là, c'est des trucs que j'ai fait à côté. Mais sinon, voilà, pour la boîte, on a commencé à développer pas mal de choses. L'acquisition en ligne, c'est encore quelque chose que je suis en train de plus en plus développer. J'ai fait beaucoup de pop-up. J'en ai fait plus d'une trentaine depuis que j'ai créé la boîte. Là, ouais, 35 même. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon concept store à côté de la boîte, où là, j'ai fait cette année 2 éditions. On a rassemblé plus de 80 marques. Je me suis associé avec une autre marque qui s'appelle Auster Paris. On était à la chambre syndicale ensemble. Et donc, on a commencé à travailler avec d'autres marques parce qu'en fait, on était plus fort à plusieurs. Donc, tu as une boutique? J'ai une boutique, mais je prends de manière éphémère, plutôt. En fait, avec mon expérience de 30 pop-up, j'ai vu quel quartier fonctionnait, avec quel type de produit, et surtout, quelle période. Parce que du coup, moi, j'ai plutôt misé sur des périodes où en fait, il y avait plus de ventes à ce moment-là que de prendre une boutique à l'année. En tout cas, pour l'instant, après. Ok, donc là, t'as pas un truc fixe, tu loues des. Mais pendant 2 à 3 mois. Et je permets aux marques d'avoir un espace qui soit vraiment dédié aux marques plus premium luxe. Ok. Donc ça, le projet prend une autre forme avec une autre personne là pour cette année, 2026. Et ça restera dans le 6e arrondissement, qui est plus mon quartier de prédilection par rapport à ma gamme de produits. Et pour revenir sur les produits quand même de Carré de Soie, donc j'ai lancé le Carré de Soie amicalement Soie, parce que pour moi c'était un produit qui était hyper versatile. Quand on parlait aussi de marque responsable, c'était un produit qui était vraiment pour moi à 360, parce qu'en fait il est intergénérationnel, il se garde, on est sur un matériau qui est naturel, on a un savoir-faire français, typiquement le rouleau tellement lyonnais. Et surtout en fait ce que j'aime beaucoup, c'est que on va pas juste acheter un carré, on va acheter un accessoire pour les cheveux, on va acheter une ceinture. Enfin là, moi j'ai pas dans les cheveux aujourd'hui, mais après le lendemain je peux porter autour du cou, en bracelet. Donc ça j'aime bien aussi avec le produit. Et du coup, un peu en suivant les conseils de Guillaume Gibaud quand j'ai lancé la marque du slip français, c'est de me focus sur du monoproduit, même si j'ai envie de faire plein de vêtements. Si tu vois, t'as un mood board derrière que on voit pas, mais où il y a toutes les petites collections de vêtements que je voudrais sortir un jour. Et ça prendra le temps, parce que pour moi c'était important de partir avec un monoproduit, de rester du coup sur la gamme que je voulais, d'avoir un savoir-faire français, d'avoir un produit qui soit juste de qualité parfaite, parce qu'on va avoir les mêmes usines que l'autre marque qui fait des carrés de soie, je ne citerai pas le nom, mais on va avoir des façonniers notamment qui travaillent aussi pour eux. Et donc voilà, c'est des choses qui sont pour moi importantes, c'est d'avoir un produit qu'on apporte, mais qui va vraiment être en lui-même une pièce qui va compléter un dressing, qu'on va pouvoir porter de manière plein de manières différentes, et qu'on va pas, c'est pas de la mode jetable en fait. Et du coup, au début, quand tu as lancé ta marque, t'avais déjà eu cette réflexion-là ou Oui, dès le début en fait. Je me disais en fait,
Je pense que c'est aussi le fait de faire des écoles de mode qui te disent, dès le début, on a ce côté en fait aussi écologie et réflexion bien ancré en nous, je pense, quand on étudie aujourd'hui. Pour moi, je me dis, si je crée une marque aujourd'hui, il faut que j'ai un plus, il faut que j'apporte quelque chose qui n'existe pas déjà. Ouais. Alors moi, du coup, c'était le fait de mettre ma patte graphique, parce Mmh. que du coup, là, c'est moi qui fais tous les dessins. Donc là, je veux vraiment m'inspirer. Donc c'est entre la mode et l'art, Ouais. mais ça va avoir quelque chose d'utile. Là, je me suis lu justement une phrase il n'y a pas longtemps de Joe Ponti, que j'aime trop, qui était du coup en industrie. Enfin voilà, il a fait des produits de manière industrielle. Il disait que on peut lier le beau à l'utile, en Mmh. fait, parce que le beau amène aussi une sorte d'élever l'âme de celui qui l'utilise, enfin d'élever l'esprit de celui qui l'utilise. Clairement. Et je trouvais ça hyper beau, dans le sens où ça peut être utile, ça peut être de l'art, mais on peut le rendre utile. Et pour moi, je vois un peu comme plus qu'une designer, plus qu'une artiste, un peu entre les deux. Mais je voulais vraiment en fait, on voit ce petit art un peu au quotidien. Et je trouvais ça plus joli d'avoir voilà, le petit carré, on a une petite œuvre d'art qu'on porte tous les jours, que de peindre forcément des tableaux. Ce que je ferai peut-être plus tard, le jour où... Ok. Moi, je me vois bien à 90 piges, je veux peindre, d'avoir un grand atelier et de passer ma vie à peindre, sûrement. Ah Mais ouais. là, dans ma vie maintenant, voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire lier l'art et la mode ensemble. Oui, puis j'ai vu là que tu lances un Un print club, Voilà. ouais, c'est ça. Et beaucoup de projets en même temps. Mais tout est lié en fait à la créativité. Une fois Bah qu'on est oui. créatif, on peut tout faire. Pour moi, c'est un peu ce truc-là. De temps en temps, il y a des gens qui me disent, mais tu fais quoi du coup? Je crée, en Ouais. fait, tous les jours. Et je crée ma propre esthétique ou le beau. Enfin, parce que moi, je dis, j'adore créer le beau, mais c'est un sujet assez subjectif. Mais pour moi, je crée le beau tous les jours. J'ai envie de créer tous les jours. Donc ça part, bah, voilà, dans le traiteur, dans la cuisine, maintenant, je vais mettre sur la Mmh. table. Ça va partir dans les dessins que je vais faire. Ça va être sur le shooting photo, sur plein de petites choses. Et le print club, c'est un projet où je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui aiment bien mes dessins, mais qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de se prendre aussi un carré à ce prix-là. Du coup, ils sont à combien tes carrés? Le grand carré 90 sur 90, il est à 240. Ok. Il faut compter le double dans les maisons généralement de Mm. mode qui produisent ce genre quand on est plutôt sur des levels haute couture, enfin, Ouais. plutôt couture prête à porter de luxe, Mm. on est sur le double du prix quasiment. Donc je voulais vraiment avoir un prix juste, Ok. avec des marges justement qui sont plus propres au marketing, où on reste voilà, raisonnable pour le client final aussi. On parlait justement tout à l'heure de certaines grandes enseignes qui font des x10, x11, on n'est pas du tout Ouais. là-dessus. Ok, bah si tu veux, on peut passer au produit, si tu veux nous Ouais, montrer je un te peu montre un peu des... ce qu'on a ici. Vas-y, fais un petit téléachat. Je te fais un petit téléachat. Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue. Donc ça, c'est nos... Je commence avec en fait un des produits qu'on a sorti cette année, qui est en fait le chouchou. Je voulais vraiment faire une pièce couture, un chouchou couture, donc cool. qui est très très grand et qui se met juste derrière Il est très très beau. Ouais. ton gros chignon. Et en fait, celui-là, c'est avec les chutes des carrés. Et du coup, j'en ai vraiment en édition super limitée. Ok. Mais Ah on m'a ouais, dit qu'il fallait que je le retrouve en c'est tant que super produit. épais, c'est hyper. Ouais, je l'ai hyper fait bien. entoiler en fait pour donner plus de forme, parce qu'au début j'avais fait sans entoilage et en fait ça tombait. Et ça Et là, je tombe, voulais ouais. vraiment qu'il y ait ce truc-là qui tienne. Trop Donc beau. soit c'est des cheveux qui vont être assez épais, parce que moi j'ai fait plutôt pour des gens qui ont des cheveux crépus, des cheveux épais, qui ont une grosse masse et qui vont pouvoir vraiment se faire le chignon en fait un Ouais. peu comme ça, et tu le mets dessus. Soit tu peux faire 2 tours quand t'as les cheveux plus fins et tu mets derrière, et même avec une queue de cheval, tu peux te faire en fait sur la queue de cheval, ça fait vraiment un peu comme une fleur. C'est assez joli comment ça se Trop beau. pose. Ok. Et puis j'ai des copines qui se sont amusées à le mettre aussi en poignet, Ouais. truc un peu plus. Ouais, et puis c'est trop bien si c'est non. les chutes de carré. Et il y avait du coup, pour retrouver la finition du rouleau à la main, j'ai mis un petit biais pour vraiment donner cet effet, en fait, pour retrouver un peu ça. Ce que j'ai fait aussi du coup, je repasse sur les nouveaux produits cette année, sur nos coussins. Donc en fait, on a vraiment le biais qui rappelle un peu le rouleau à la main. Ouais. C'était un peu le but de ces produits-là. Et il est à combien du coup le chouchou? Le chouchou, il est à 50. On a ensuite, dans nos premiers prix, on a des petits Twilly, donc c'est ces petits formats-ci. Trop cute. Qui sont, voilà, nous on appelle ça des lavalières chez nous, une petite lavalière. Et par exemple, moi j'ai une petite technique que j'aime bien montrer. Je te montre avec l'élastique. C'est vraiment c'était les achats. On le passe dans l'élastique comme ça. Donc là on fait son petit nœud et ça va sécuriser, ce qui fait qu'après on va pouvoir l'accrocher dans ses cheveux sans que ça bouge et sans que ça tourne. Ok. Donc ça c'est voilà le petit tricks pour porter nos petites lavalières, petites Twilly, qui sont les dessins des grands carrés. Et après on a ce grand format qui est beaucoup apprécié et qui est totalement sold out, donc j'en ai plus beaucoup de celui-là qu'il faudrait que je reproduise, qui est en fait notre grand format de Twilly. Lui, ce qui va être sympa, c'est quand on va le mettre dans les cheveux, voilà, il va avoir un grand volume qui va arriver derrière. On peut en faire un peu comme une grande cravate, peut-être en ceinture, en tour de cou. Moi, j'aime juste le porter un peu comme ça, juste en faisant tomber, ou avec derrière comme ça. En ce moment, j'ai tous les potes qui se marient cet été, donc lors de mariage, donc faut trouver des trucs pour changer un peu ta robe. Ouais. Et je trouve qu'il y a une manière de le porter, tu vois, c'est un peu comme ça. Comme ça. Et tu fais un petit nœud derrière ou tu le mets avec une petite bague. Alors, je trouve que ça donne un truc assez cool. À une robe noire, tout ça, bah, tu le mets comme ça. Oui, ça, tu peux porter la même robe, mais avec différents. Avec plein de carrés. Ouais. Et pour avoir l'autre truc, c'est. Donc, on va partir sur le grand. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup porter mes carrés en ceinture.
Après, c'est notre best-seller. C'est le baby de tout le monde depuis day one. Ok. Et c'est le La premier lune, le carré que j'ai soleil. dessiné. C'est la lune et le soleil qui était un Ok. souvenir d'un coussin chez mes parents. Il y avait un côté la lune, l'autre côté le soleil. Du coup, quand j'étais petite, je venais les réveiller le dimanche matin, en leur ramenant quand même le petit déjeuner au lit, mais je venais les embêter. Et je remettais, du coup, le jour, c'était le soleil, Ah, et la nuit, c'était la lune. ok. Et je remettais les coussins dans le bon sens. Pour moi, c'est très important que ça soit de ce côté-là. Et je vais être un peu chiante à l'époque. Mais du coup, voilà, ça, c'est notre best-seller qui se porte. Bah voilà, moi, j'aime beaucoup le porter en ceinture. Donc, tu vas pouvoir le mettre en biais comme ça, et tu le noues toute Ouais. ta taille, en fait, en ceinture comme ça. Ok. Et sinon, j'aime trop le côté pirate. Je trouve que c'est vraiment, tu vois, tu le portes comme ça, et tu le fais comme ça. Hmm, Je trouve ça assez cool de le porter comme ça, avec une paire de boucles d'oreilles et tout. Je trouve ça je beaucoup vois. l'été aussi, je trouve ça sympa. Ouais. Genre, c'est un petit look. Et Donc, ça, t'as c'est le pas un truc de format. saison d'ailleurs dans tes ventes? T'as pas des moments où ça se vend Il plus y a ou moins? certaines couleurs que des gens vont dire, ah, ça c'est plus hiver, alors que Ouais. d'autres vont dire, ah, mais c'est parfait pour l'été. Ok. Moi, franchement, sur les couleurs et sur les goûts des gens, c'est un truc que j'ai appris, c'est que chacun a un peu sa manière de faire Ok. le truc. Et le carré, ce qui est intéressant pour la soie, donc, petite partie, tu sais, Jamy, tu savais pas. Alors, Jamy, en gros, la soie, c'est thermorégulant, ce qui fait que tu peux porter autant l'été que l'hiver. Donc ça, c'est le truc que je trouve sympa, c'est qu'en fait, par exemple, bah, si tu fais beaucoup de vélo aussi, parce qu'on fait quand même de grosses séances matin à Paris, Ouais. le petit foulard autour du cou, tu vas pouvoir être bien protégé, le garder aussi en fait en intérieur parce que ça va être thermorégulant. Donc l'été, ça te garde au frais, l'hiver, ça te garde au chaud, ça te garde la température Ok. de ton corps. Donc c'est une matière qui se porte vraiment toute l'année la soie. Là-dessus, faut juste, le seul truc, c'est par exemple pour des carrés, ça pas un problème, mais aussi pour les robes, ça peut être du coup moins respirant. Si par Ok. exemple tu portes par exemple, sur les petites chemisiers en soie et que c'est trop proche, c'est le Ouais. seul moment où ça peut poser un problème. Sinon, la soie, ça se porte vraiment Et hyper tu les laves facilement. comment, tes carrés? À l'eau, moi je le fais, il faut le mettre au À presse la s'il y a une grosse tache. Ok. Et moi je lave à la main, eau froide, ça va être savon d'Alep, savon de Marseille, ou alors ta lessive. Tu peux rajouter un peu d'adoucissant. Tu le mets eau froide, tu peux le faire assez délicatement quand même. Tu le fais ensuite sécher sur une serviette, et après il va revenir. Tu peux faire un petit contrepassage à dos du carré le plus bas possible avec une serviette par-dessus pour le Ok. remettre un peu à plat. Faut pas non plus trop abîmer parce que tu peux lustrer après la soie, donc faut quand même faire Mhm. attention. Mais la soie a pas vraiment peur de l'eau, en tout cas pas la mienne, et les couleurs bougeront pas. Et bah du coup, passons à... C'est quoi ton modèle de distribution? Donc beaucoup de pop-up? Ouais, beaucoup de pop-up. Enfin, c'était beaucoup le concept cette année, c'était beaucoup de pop-up. Ouais. Et donc en fait, c'était mon premier truc, c'était le fait d'apprendre sur le tas. Parce que je disais, moi j'ai fait ça pendant mon master, donc pour moi j'avais un peu tout à apprendre. Mhm. Je trouve que c'était hyper formateur d'en avoir fait autant. Maintenant, je suis en train d'essayer Oui, beaucoup parce plus que tu parles de. aux clients Enfin, et ils te tu les disent, ils te font vois, des tu retours comprends et le tout, ouais. quartier, tu comprends la typologie de client, l'âge. Et je pense que le direct, il n'y a rien de mieux un peu Ouais. pour comprendre, enfin, du vrai commerce en fait. Et je pense que je suis plutôt un peu une vendeuse de tapis, les potes se foutent un peu de la gueule, mais je suis Et vraiment capable de tout vendre. tu les as fait où tes pop-up? J'en ai fait mais vraiment partout. J'en ai fait à Rome, j'ai fait la Milan Design Week, j'en ai fait du coup à Paris, mais j'ai fait ça dans le Marais, j'ai fait ça dans le 19e, j'en ai fait un. À Paris, j'en ai fait beaucoup. Et aussi des trucs collaboratifs, j'en ai participé Ouais. à pas mal. Dans des hôtels aussi, dans des palaces, j'en ai fait à Deauville, à Bruxelles, à Knock, Ok. à Londres. J'ai fait, où est-ce que j'ai fait d'autres? À Laval aussi. Ouais, du coup, New York À récemment. New York récemment. Ouais. Ça, c'était un gros truc. Et j'en avais déjà fait un avant, Ok. dans un appartement. C'est une vente un peu, j'appelle ça les ventes Tupperware. Ouais. Mais qui fonctionnent quand même bien. Des filles qui organisaient ça à New York, mais c'était pas officiellement, je dirais, du coup, le pop-up Ok. comme j'ai fait là. Donc beaucoup de pop-up. Mhm. Mais là, j'essaie vraiment de me focus beaucoup plus sur l'acquisition en ligne. Je trouve que c'est important d'avoir du physique. Parce que en fait les gens viennent voir, viennent te rencontrer. Après c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi de l'acquisition en ligne, et donc moi pour moi c'est toujours de garder un peu les deux. C'est de Ouais. garder du physique, justement avec ce concept store que là je lance dans le 6e bientôt. Mhm. Comme ça les gens, il y aura toujours mes produits qui seront vendus là-bas, mais j'ai envie quand même de pousser l'acquisition en ligne, surtout sur les carrés de soie. En fait on va avoir les motifs, on va pouvoir les voir, Oui. donc c'est possible de les vendre aussi en ligne. Pour moi les deux vont ensemble, vont de pair. C'est-à-dire Mhm. que Cézanne qui a un bon modèle justement, c'est qu'ils vendent plus en ligne qu'en boutique. Enfin, si je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est ce que j'avais en tête. Mais que c'est un peu la façade, les gens viennent voir, viennent essayer les produits et après achètent en ligne. Sauf que leurs boutiques sont des vrais, en fait, c'est le catalogue de la marque en fait. Ouais. Tu vas aller voir en direct, tu vas voir et après t'achètes en ligne. Plus Et c'est facile. une tendance qu'on a, c'est-à-dire que de venir essayer en boutique. Moi je voyais beaucoup de gens qui venaient essayer et puis après ils Mhm. achètent en ligne. Ok. Et ça c'est quelque chose je pense aussi de très français, contrairement à un comportement américain, Ouais. où les gens quand ils viennent en boutique, quand ils aiment ils achètent direct. Le coup de cœur en France, ça met peut-être plus de temps à arriver. Ouais. Parce qu'on On a besoin de réfléchit réfléchir plus. plus. Ouais.
C'est très français. Plus proche de Plus nous intellectualisé, tous, voilà. Clairement, Bon, en ce moment, je peux comprendre qu'on est plus proche de joue vu la situation. clairement. Mais ouais, non, là-dessus, je pense que du coup, le direct, c'était important. Maintenant, j'aide beaucoup plus sur la question en ligne. Et du coup, en ligne, donc tu as déjà un magasin en ligne Ouais, j'ai une boutique en ligne. depuis Shopify. longtemps? Je me suis mis sur Shopify depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ok. Avant, j'étais sur WordPress, mais ça me convenait pas du tout. Ouais. Et j'ai switché, en fait, sur Shopify. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile de lier ça aussi maintenant. Je fais des pay ads sur Instagram. Enfin, c'est vraiment de travailler une partie, de plus développer cette partie-là. Ouais, C'est un peu ok. mon objectif de cette année. Mais voilà, j'apprends encore beaucoup de choses sur ça. Et du coup, le sel, t'en as pas du tout? J'en ai pas du tout. J'ai fait du dépôt à un moment donné, ce qui Ouais. m'intéressait pas trop finalement, parce que ça me bloquait du stock, et puis du coup, Mm. avec une grosse marge dessus. Le wholesale, je suis pas fermé. Juste, je suis un peu piqué sur avec qui. Ouais, normal. C'est plus ça pour être dans le niveau de marque que je veux, et qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer. En fait, s'il y a de l'achat, par exemple, avec un minimum de quantité, ça, je suis pas complètement fermé à ça. Ouais. Bah oui, ce serait bien. Hein. Et je trouve ça bien, mais il faudrait que je développe, il faudrait faire des salons aussi. J'ai déjà fait 2 salons, j'étais assez déçu. Faudrait que je me fasse des maisons objets d'être à Noël. Faudrait que je le fasse. J'avoue que c'était. T'as fait des salons du coup? J'ai fait le Who's Next, mais tout au début de la marque. Donc Ok. en fait, j'étais pas du tout mûr pour ça. Ouais. Donc ça n'a pas été beaucoup de retours sur ça. J'ai fait le salon Made in France, mais qui a été une catastrophe pour moi. Ok. Parce qu'en fait, c'était du Made in France, toutes les marques étaient incroyables, mais la clientèle n'était pas du tout la clientèle qui peut forcément se permettre tout. Ok. On avait une clientèle qui allait plutôt voir les produits du quotidien. Ça allait beaucoup plus fonctionner, je pense, sur vraiment les produits de première nécessité. Ouais, ça, c'était pas la bonne clientèle. Quoi. Non. Ok. Et j'ai fait Omiyage, qui est un salon de cadeaux d'affaires. Ça, par exemple, c'était pas mal. Ok. Donc ça, je pense que je le referai, qui était bien. Ça a été, au début, je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. C'est un peu le truc, c'est qu'il faut faire plusieurs années pour avoir vraiment du résultat. Mais en tout cas, les prospects étaient intéressants sur place. Du coup, de cadeaux d'affaires, donc des boîtes qui achètent tes trucs Ça, à... Moi, Ok. je fais beaucoup de B2B. Je fais beaucoup de carrés personnalisés. C'est ce qui est un Ok. peu l'autre partie de la boîte en plus du B2C. Je fais des carrés pour des mariages, beaucoup. On a une vidéo qui a percé sur Instagram, qui a fait genre 390 000 vues, un truc comme ça. Ok. Et donc on a beaucoup de demandes avec ça. Là, on en a fait récemment une en anglais, et du coup, maintenant, on a des clients des US aussi dessus. Et sinon, ça va être, par exemple, des grosses boîtes. Ça peut être la joaillerie, ça peut être des spiritueux. On discute avec des boîtes de champagne ou avec des maisons de joaillerie de la place Vendôme. 2 ans qu'on est sur le projet que je n'arrive pas à voir, mais je me dis jamais le 103, on va retenter cette année. Mais donc, je fais des carrés personnalisés pour eux. Parce que le carré, quand on parlait de produits de luxe, c'est un des premiers produits, en fait, en termes de savoir-faire et de finition un peu parfaite dans le luxe. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est le truc aussi, c'est que je fais tous les dessins. Donc, en fait, quand je vais rencontrer les clients, je vais vraiment essayer de m'imprégner totalement de leur univers, et d'essayer d'offrir, voilà, avec mon style à moi, parce que c'est ma patte, évidemment, et ça plaît pas forcément, mais moi, je m'adapte entièrement à leur demande, à leur coloris, à leur couleur, et je trouve ça super. Et c'est des beaux cadeaux. Et pour les mariages aussi. Je fais un mariage, ça a été offert à chacun des invités. C'était au brunch, tout le monde le portait le lendemain. C'est un où j'ai été. Après, j'en ai fait d'autres. J'ai pas été invité au mariage, mais celui-là, j'avais été invité pour distribuer les cartes. Trop bien. Et c'était assez incroyable comme expérience. Et voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi, par exemple, pour une boîte, d'arriver à retranscrire en fait graphiquement leur histoire. Souvent, il peut y avoir des boîtes qui vont me dire, nous, on a besoin d'énergie, c'est un peu boring. Je me dis, attendez, peut-être que en fait, si on retrouve, peut-être j'en sais rien, le bâtiment d'origine, vous avez lancé ça. Si on repart sur peut-être des chiffres, on peut travailler avec des tableaux, on en fait quelque chose. En fait, il y a toujours une manière de mettre plus de poésie dans une histoire, et graphiquement de transformer ça en quelque chose. Ça peut être, voilà, le siège, ça peut être peut-être il peut y avoir un symbole dans et t'as eu quoi comme genre de marque, enfin j'ai vraiment de tout. Enfin, je vais avoir des gens qui vont être, par exemple, j'ai des boîtes en dentaire qui vont demander en disant ils vendent des machines dentaires parce que c'est des gros budgets en fait, des machines. Et disent voilà, nous on veut offrir ça à nos clients. Ça peut être les 100 ans de ce genre de boîte. Les 100 ans d'une boîte en énergie. Il y a une. Bon, après j'ai des marques là prestigieuses du style des palaces, ou ça va être aussi des maisons de joaillerie. Donc là voilà, l'identité de marque, tu t'arrives en disant waouh, avec ma petite boîte, je vais essayer de retranscrire à votre histoire. Et là, c'est ouf. Mais sinon, il y en a qui vont vraiment avoir des super belles histoires de boîtes. Et en fait, le business, forcément, ça va être, tu vois, ça peut être un truc d'aération, d'usine, tu vois. Mais derrière, les mecs, ils vendent ça à toutes les usines d'Europe. Donc en fait, derrière, ils ont, quand ils font leurs 100 ans, ils ont fait un beau cadeau, et ils vont arriver à retranscrire ça graphiquement. Je prends un exemple un peu niche, mais c'est ce genre de choses. Et t'as des mariages prévus cet été? Aussi pas mal, ouais. Il faut que j'en dessine beaucoup. J'ai beaucoup de demandes, je suis en train d'essayer de gérer pour tout le monde. Mais ouais, il y a pas mal de mariages où le carré va être offert. Ok. Hyper cool. Ouais, donc c'est cool, ça marche bien. Non, là, ça démarre bien. L'année 2026, c'est une grosse année. Je me suis dit, j'aurais bien aimé me poser un peu en janvier. Là, ça reprend, c'est intense, mais c'est
vraiment passionnant. Enfin, donc, voilà, il y a Non, mais 3 c'est gros bien parce que du projets. coup, ça fait donc 4 ans que tu as lancé ta marque, tu te rémunères depuis 2 ans et là, ça marche bien, donc Il c'est y a des c'est-à-dire que l'année dernière, il y a peut-être 2 mois, je me suis pas rémunéré, il y a encore des moments où, bah, voilà, c'est pour ça que je faisais traiteur à côté, mais j'arrive à me rémunérer, ouais. mmh, Je trouve que c'était un truc qui était important pour moi assez dès le début et qui était aussi même dans mes investisseurs, un truc dont ils avaient discuté avec moi, en tout cas 1 ou 2, qui en fait père de nain et quand il m'appelle, il me demande: «Ça va? Tu arrêté de payer?» Je suis en mode: «Oui». Il fait: «OK, maintenant on va parler de» et ça, je trouve OK, ça, bien de ta part parce qu'en fait, c'est vrai que le plus important, c'est que le fondateur, il soit, focus, oui, et donc voilà, là, c'est un truc, c'est un point, je trouve, j'arrive à peu près à trouver une stabilité, c'est pas encore ça, mais c'est pas trop mal. ouais, mais il y a quand même beaucoup de fondateurs et de fondatrices qui se payent pas avant 5-6 ans, Après, le truc, c'est que moi, j'avais pas bossé avant, donc j'avais pas de chômage ni rien. ouais, En fait, j'avais pas d'autre, moi, c'est ma seule source de ouais, revenus, en fait. mmh, Bon, après, j'ai eu un truc qui a pas été très cool qui m'est arrivé, c'est que ça, c'était une erreur, un peu erreur de débutant. Comme diraient mes frères et mon père qui sont beaucoup plus que corporate et business, c'est qu'en fait, l'URSSAF me prenait un mauvais montant. Il me prenait que la ah, moitié de ce qu'ils devaient me prendre pendant ah, 1 an. ah oui, Et ils ont voulu réguler ça en 6 mois. Donc les 1 an, les moitiés, plus ce que je devais payer, tout cumulé en 6 mois. mmh, Si je me suis retrouvé avec le même prix que mon salaire à devoir payer pendant 6 mois depuis août, tous les mois. Donc ça m'a mis une grosse baisse en ah fait bah, en ouais, tu m'étonnes, productivité. mmh, Ça a été hyper compliqué et c'est pas encore complètement dépassé. Donc ça, par exemple, c'était un truc qui nous a mis à terre, quoi. les joies Voilà, d'être indépendant, quoi, d'entrepreneuriat, ouais, et c'est ça. Et ça, par contre, c'est un truc qui était dur et il faut bien prendre conscience parce que moi, j'ai du mal à me relever de ça, alors que la boîte, justement, prenait une bonne dimension. Donc là, heureusement, voilà, on a plein de choses qui se passent, donc on arrive à continuer, mais ça aurait pu être un truc qui aurait pu me mettre à terre, en fait, bah, ouais, ouais, et stopper clairement, la boîte, mmh mh, littéralement. Donc c'est des trucs comme ça qui peuvent un peu ou des clients qui te payent pas. Ça, c'est déjà arrivé aussi. ouais, Genre mmh, sur un projet, t'as fait quasiment les 3 quarts du travail et tu te dis: «Ah non, en fait, non». Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que voilà, si toi tu comptes sur un seul contrat, faut ah mettre mais les œufs dans tous les paniers. c'est sûr, hein, c'est comme, il y a des marques avec ce qui se passe aux États-Unis qui ont coulé parce que, ils vendaient, 80 de leurs trucs aux États-Unis et Bah, moi qui ai envie de commencer à vendre aux États-Unis, je regarde, je suis en mode: «Bon, on va faire comment?» ouais, non, mais ça, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier Non. si mais ouais, l'administration, on n'y pense pas assez. Non, mais non, on regarde beaucoup ça. Enfin, par exemple, tu vois, moi, là où j'ai beaucoup de demandes de mariage, c'est des trucs sur lesquels je me renseigne, et de voir sur quel système on peut faire ça. C'est-à-dire que moi, je propose la même prestation qu'en France, mais je leur dis, voilà, tout ce qui est charge en plus lié au truc, ce sera à votre charge. Ouais, Ça peut en stopper quelques-uns, mais après, sur les services comme ça, en fait, on est sur les services premium, quelqu'un qui peut offrir 200 carrés de soie à son mariage. oui, On n'est plus normalement, forcément, mais ça peut bloquer des gens. Je peux perdre des clients un peu à cause de ça, donc j'espère que ça va un petit peu s'affiner, parce que ouais, c'est vrai que pour beaucoup de boîtes françaises, c'est pas simple. Par contre, quand ils viennent en France, du coup, ils dépensent beaucoup aussi. ouais, C'est le point de vue à voir. c'est clair. Quand j'ai la boutique en physique, je les vois les américaines, elles me prennent 5 carrés d'un coup. Et du coup, là, tu lances donc ton concept store quand? Avril, mai, juin. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un côté. Enfin, on a une ambition très grosse, hein. Je vais te Ouais, dire une phrase qui va être mais complètement la fille qui prend le melon. On va faire un peu le Colette du 6e, en fait. OK, Mais beaucoup plus axé sur la rive gauche. Parce que moi, c'est toujours un truc, en ayant fait une école de mode, j'ai beaucoup vu une manière de voir la mode plus du coup avec du sens, avec des messages très forts, ce qui pour le coup est important. Mais c'est vrai que moi, j'étais plus sur la simplicité de dire moi, je veux juste faire des trucs beaux en fait, avec la subtilité qui va derrière. Mais du coup, j'avais ce côté peut-être plus classique de se dire moi, je cherche juste en fait à faire un truc qui est un peu plus classique, un peu timeless, un peu plus genre, c'était plus les mots que j'allais voir derrière. Mais là, je parle vraiment de mon point de vue artistique et je trouve qu'il y a des gens qui font des trucs incroyables et hyper différents et je trouve ça trop cool. Mais moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me parle plus. C'est un peu dans les vêtements, tu vois, un peu mon appart, hein, c'est un peu plus classique, on va dire. mmh. Et donc, je trouvais qu'il y avait pas forcément de place pour des marques de mode qui étaient comme ça. OK, Je trouvais qu'en fait, parce que beaucoup de gens s'expriment aujourd'hui, bah, il y avait beaucoup de place pour plein de monde. Mais du coup, c'était un peu mis de côté. Peut-être les marques qui disaient, bah, moi, je veux juste faire des chemises en soie, je veux juste faire des choses, en fait, peut-être du quotidien, sans passer dans, dans, dans un truc qui soit tout le temps à vouloir changer les codes. Moi, c'était juste OK, dire, bah voilà, j'ai vu que ça marchait, je vais faire un truc qui fonctionne. Enfin, des choses, je vois, tu OK. vois, le classique timeless élégant, je sais pas si c'est bien exprimé. Mais du coup, je trouvais que du coup, le fait de créer ce concept store, c'était vraiment de prendre des marques qui avaient un peu cette démarche, de travailler des savoir-faire, de travailler des très belles pièces, des très belles matières, et d'avoir plutôt un style voilà, timeless, élégant, classique, OK. et évidemment plutôt luxe, premium. Et du coup, pour revenir sur les carrés, tu peux m'expliquer un peu plus, du coup, c'est fabriqué où? D'où vient la soie, Alors, le print et tout? alors, je te fais tout. Donc, moi, je fais tous les dessins. Ouais, Donc là, je fais tous les dessins vraiment à la main. Je travaille des collages.
Beaucoup, en fait, j'aime beaucoup la technique du collage un peu à la Matisse, Ouais. donc ça va être aussi principalement des petits carnets de croquis. Donc je fais tous les dessins. Ensuite, j'allais travailler directement tout au début à l'usine pour faire ensuite la partie colorimétrie directement à l'usine. Donc là, c'est vraiment de choisir les harmonies de couleurs de chaque carré. Je vais vraiment avoir des papiers, enfin, des grands carnets où il y a les couleurs qui sont imprimées, je vais choisir la couleur exacte et tout. Et ensuite, après, ça part en impression. L'usine me fournit la soie. C'est leur soie, c'est leur base de soie. Ils se fournissent à Lyon. Ouais. Et la soie, par contre, la fibre de soie, elle est d'origine asiatique. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de production. Quasiment, il y a peut-être 3-4 usines qui survivent en France de verre à soie. Ah, je savais même pas qu'il y en avait encore. Mais c'est vraiment niche. C'est très niche. Ok. Il y a un gars qui essaie de relancer ça, j'ai vu récemment. Mais c'est vrai que le coût sera déjà que sur le coût là qu'on va avoir nous, c'est déjà gros. Ce qu'il va avoir encore en France, c'est le tissage en revanche. Le tissage de la soie et aussi à Côme. Donc nous, notre usine se fournit à Lyon avec sa soie. Nous propose la base. Et après, nous, on fait imprimer dessus, chez eux. Ouais. Et après, il y a une autre usine qui faisait des coutures, qui fait les coutures et qui fait toutes les coutures à la main. Okay. Et ça c'est tout à Lyon. Au début, j'avais du coup la partie impression à Laval en Mayenne, et maintenant j'ai tout délocalisé à Lyon. Ok. Pas très loin. Ouais. Ma délocalisation reste en France. Et du coup, tu travailles en collection ou tu fais des... Je fais un peu des drops de dessins. C'est plutôt des collections. Je vais dessiner entre généralement 2 à 3 carrés par collection. Collection. Et en fait, après, je vais faire plusieurs couleurs par carré. Certains ils sont développés en 3 couleurs, d'autres juste en 2. Et maintenant, du coup, on a aussi des coussins, c'est de table et des lampes. Et les lampes sont faites à Rome. En fait. Donc, on a une qui est là, mais pas Ah ouais. Et du coup, tu fais le print à Laval et t'envoies à Rome. C'est ça. Okay. Et ça va être sur demande, en fait. Les gens vont pouvoir choisir leur couleur, ils peuvent le faire. Mais c'était un produit que je voulais développer, vraiment toujours autour du motif et travailler des très beaux savoir-faire et des très beaux produits. Donc je suis pas complètement fermé à aller en dehors de la France. Le savoir-faire, il est vraiment typique. Oui, ça a un sens. Exactement. Pour moi, il faut qu'il y ait du sens. C'est vraiment, tout doit être posé avec un questionnement, un sens. Chaque action doit se dire, voilà, est-ce que je pourrais pas faire autrement, comment est-ce que je pourrais faire mieux, et je pense que c'est cette direction-là qui est vraiment la mode éthique. C'est, tu peux pas tout faire parfaitement, mais par contre tu poses la question de dire voilà, qu'est-ce que c'est comme moyen aussi de pouvoir atteindre ça, cela. Et donc moi sur les produits, on a la partie du coup couture qui est le rouleau à la main, typiquement lyonnais. Donc pour faire un grand carré en 90, c'est à peu près 1 heure. 45 1 heure, juste d'une personne qui est professionnelle. Moi, j'essaie de le faire une fois, je mets 4 heures. Ouais, moi aussi, je l'ai fait une fois. Franchement, ouais. En tout cas, très bien fait. Voilà, c'est ça. Et moi, pas bien fait. Et donc, ça, c'est fait à Lyon. Et après, voilà, les carrés vont vraiment revenir. Donc, moi, tout ce qui est, pour l'instant, en tout cas, à notre niveau, parce qu'on n'est pas encore sur des volumes extrêmes, mais de l'emballage et de s'occuper des packaging, qui sont pour l'instant assez simples. Et je suis en train d'essayer de réfléchir un peu à un branding packaging pour essayer d'évoluer encore aussi sur beaucoup d'objectifs cette année, on a dit. 2026, c'est notre année. Pour essayer de faire encore plus, ça ira un peu avec le print club, mais travailler encore plus une belle papeterie. Pour que vraiment le coffret de quand tu reçois le carré donne aussi la dimension du produit qui vient dedans. Et je fais des petites cartes tuto de comment porter son carré. Trop bien. Ouais, ça je pense que c'est un vrai sujet parce que moi je saurais pas quoi faire avec un carré. Parce que tu vois, même moi qui ai bossé chez Hermès, on m'a offert un carré et je pense que je l'ai jamais mis. Et ben parce que du coup t'avais pas ça. Et donc là en fait c'est du coup les différentes manières de porter son carré. Donc là on a fait un petit panel avec un peu tous nos différentes pièces, mais l'idée serait d'en développer un par format en fait. Ce que je suis en train de faire, mais c'est l'idée, c'est encore à faire. Et donc c'est vraiment. Ah oui, t'as dessiné tout ça. Je fais beaucoup de vidéos du coup sur notre Insta, sur TikTok, pour essayer en fait de montrer les différentes manières de porter son carré. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Éducation même sur les matières, il y a tellement de choses, et là c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, d'expliquer derrière le process de chaque produit pour qu'on comprenne le prix, qu'on comprenne le savoir-faire qu'il y a derrière, l'intention, et je pense que du coup de savoir déjà les 1000 manières de porter son carré. Tu fais déjà de ce produit, en fait, pas seulement choisir un cadeau, juste, ça se porte autour du cou, mais en fait, c'est aussi une ceinture, ça se porte dans les cheveux, ça se porte... Et t'aimerais pas faire des boucles pour en discussion. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans la to-do list. J'avais rencontré une usine qui faisait ça. En fait, j'ai déjà développé une bague avec une artiste à Rome, mais ça me revenait un peu cher et en fait, ça revenait à quasiment le prix du carré, donc je me suis dit que peut-être que la personne, mon client final n'avait pas forcément envie de payer le même prix. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver des alternatives et j'ai rencontré une usine qui pourrait me faire des choses. Où je développerais des bagues et des petits crochets pour pouvoir le porter avec. Donc là, c'est un truc qui est en discussion aussi pour 2026. Beaucoup de choses. Ça, c'est sympa. Et du coup, en digital, tu fais, donc toi, tu produis et tu vends classiquement ou tu veux faire des précommandes Je fais des précommandes. Dès que je lance une collection, je le fais en précommande. Ça me permet en fait déjà un truc tout bête. Non seulement évidemment c'est pour les stocks, mais après moi je vais produire dans tous les cas plus, je produis pas juste qu'on me précommande.
parce que pour moi, c'est pas mon business model de faire que de la précommande. Et je pense que c'est un business model qui, pour certaines marques, voilà, comme Asphalt a été bien au début, mais sur le long terme, si on dépend que de ça, ça peut être un peu moins instable. Ce qui est bien, je trouve que c'est de voir quel produit plaît. Et ça, Ouais. pour le coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet de voir dès le début, quand j'achète une collection, à ma petite échelle, parce qu'on n'a pas encore assez de data, mais je vois déjà quand il y en a un qui est commandé 10 fois et l'autre qui est commandé 2 fois. Bah, en fait, moi, je vais Oui. le produire un plus et l'autre. Après, ça peut s'avérer, juste cette clientèle-là aimait bien celui-là, mais ça s'avère quand même assez vrai. Ouais, J'ai ça pu compte. déceler quand même mes best-sellers assez tôt. Ok. C'est-à-dire que mon best-seller dès le début, c'était Ce que le jour doit à la nuit. C'est notre carré avec la lune et le soleil. C'était un bleu ciel avec un fond blanc. Lui, c'est celui qu'on vend mais comme des petits pains. Ok. Ça reste toujours notre best-seller. C'est le premier dessin que le carré que j'ai dessiné en plus. Il se vend super bien. Ok. Et donc tu continues, tu relances des prods. Oui. Pour moi, j'ai envie de produire des choses qui sont intemporelles, donc j'ai pas vraiment une notion. Tu vois, quand je dis de collection, je lance à des nouveaux motifs, mais Ouais. pour le carré de soie, en fait, après peut-être qu'un jour j'arriverai à tellement de carrés qu'il faudra peut-être s'habiller, et je vois qu'il y en a où il y a moins de demandes, donc je vais pas forcément produire tout de suite. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits qui se gardent et qui sont intemporels. Donc, si je le produis maintenant, j'espère qu'on aura encore envie de l'acheter dans 4, 5, 10 ans. Bah, sur la marque, je sais pas s'il y a autre chose que Si, il y a un petit truc, c'est parce que du coup, on parle beaucoup de moi, mais depuis que j'ai créé la boîte, j'ai quand même eu à peu près 16 stagiaires qui sont venus quand même Ok. dans la boîte. Et pour moi, c'est un truc que souvent on n'en parle pas assez, mais je pense que ça change tout, de travailler avec des gens. Ouais. Je pense que ça donne vraiment une dynamique que je trouve hyper cool parce que bah, t'apprends beaucoup sur toi, sur le management, sur des trucs comme ça où il y a encore toujours Ouais. des choses à affiner. Et je trouve qu'il va y avoir une créativité qui va être à plusieurs qui est beaucoup plus fort en fait. Bon, Parce que du coup, c'est des stagiaires en créa ou... je vais prendre des gens. Alors, je prends souvent une stagiaire qui a 6 mois plus pour la partie business. Enfin, Ouais. vraiment, là, il y a un côté plus bras droit où je vais un peu dans tous les rendez-vous. On va un peu diguer d'aller chercher justement des clients ensemble, ce genre de choses pour le B2B. Et puis après, je vais prendre des gens qui sont en communication. Et donc là, on s'amuse pas mal aussi sur la créa de la communication. Et je travaille souvent, du coup, avec différents photographes qui sont soit des copains que j'ai rencontrés, soit voilà, qui deviennent des copains après. Et là, d'avoir vraiment une partie hyper créative sur nos campagnes. Ça, c'est un truc aussi où je vais avoir des marques qui auront une identité assez établie, mais du coup, on va avoir une certaine ligne directrice, alors que nous, ça peut être aussi, voilà, ça va avec notre créativité, c'est que chaque campagne peut être dans un univers complètement différent. On a fait une campagne avec si tu le retrouves, avec un cochon qui porte un petit carré, elle est juste trop drôle. Donc c'est un peu en fonction des gens que tu rencontres, avec qui tu bosses et tout. Non, ce qui m'inspire, moi, j'inspire beaucoup de cinéma, et donc je trouve que on a monté 3 films à chaque lancement de collection. On lance un film avec. Et en fait, je trouve ça hyper sympa d'avoir vraiment une partie hyper créative aussi dans la manière de créer les visuels. Ça, c'est un truc sur lequel je me fais beaucoup plaisir. Et on a vraiment, pour moi, une besoin d'incarnation un peu diverse de la manière de porter le carré. Donc, je vais avoir ma grand-mère dedans, comme je vais avoir tu vois, une fille qui est vraiment typiquement la modèle magnifique. Puis la fois d'après, avec tu vois, genre, des potes qui sont magnifiques aussi. Mais tu vois, ou pas forcément qui est dans le métier. J'aime bien avoir voilà, différentes incarnations de la marque parce que c'est aussi la réalité. C'est que souvent avoir des maisons qui vont avoir une image d'une fille qui est dans la vingtaine et qui est comme ça fine. En fait, c'est pas forcément elle qui a les moyens de s'acheter les produits, et on va plutôt avoir une clientèle qui va être un peu plus âgée et qui va être un peu plus peut-être mûre sur un truc. Et en fait, pour moi, c'est d'avoir une cohérence aussi avec ta clientèle. Et du coup, c'est qui ton client? Ta cliente? Ma cliente, en fait, le truc avec le carré de soie, c'est que tu touches pas mal de monde. C'est difficile d'avoir vraiment genre juste un persona. On va avoir une personne qui va en fait aimer du coup jouer un peu avec son style, de s'amuser. Et après, on va avoir une autre personne qui va être très classique, qui va porter le carré. J'ai toujours acheté des carrés, je vais le porter un peu au quotidien. On a des clientes qui sont habitués au luxe, qui vont avoir les moyens d'acheter 5-6 carrés sans même se poser la question. Et d'autres, ça va être le cadeau d'anniversaire qu'elles vont s'offrir avec une très belle pièce. Donc j'ai aussi ces deux types de clients-là. Donc des clients qui vont avoir beaucoup de moyens, beaucoup voyager, et d'autres qui vont en fait choisir le cadeau ou la pièce, qui vont s'acheter 2 pièces par an d'une marque émergente, mais qui aussi sont à fond et beaucoup dans le partage. Hein, voilà, suivre la marque, tout le Print Club, je trouve qui va aussi permettre de garder ce lien. Et en termes d'âge D'âge, je vais avoir de tout. Je vais avoir des gens qui vont avoir 16 ans, bon, généralement c'est les parents qui leur ont fait carré, mais plutôt on va avoir entre femmes entre la vingtaine et la cinquantaine. Mais là, je parle sur le site, parce qu'en fait, quand on est en direct, en fait, tu vois, aussi, plutôt aussi 50, 70, tu vois. On a 80% de femmes et 20% d'hommes.
Enfin, Ok. même, je dirais 76% de femmes et 24% d'hommes à peu près. Ok. Donc j'ai quand même un peu de clientèle masculine. Là-dedans, genre deux styles. Soit avoir le mec un peu street, qui aime bien un peu stylisé, soit le dandy. D'accord. Typique, qui adore le carré de soie, qui adore voilà, se looker et tout. Donc ça va être les deux types un peu chez les hommes. Et là, sur les âges, on va quand même être un peu plus autour je dirais 25-50 quoi, à peu près. Parce qu'après 50, à part pour les Ouais. petites pochettes, Non, mais voilà. c'est quand même large. Ouais. Mm. Non, c'est assez large. Question que j'aime bien poser, c'est si tu devais parler à la toi d'il y a 4 ans, tu lui dirais quoi? On va continuer. Juste tiens. Genre, vas-y, Vas-y, go. juste tiens, fais attention à la trésorerie, au Ouais. cash flow. Genre, s'il y Et a un conseil que tu aurais aimé avoir, tu vois. ça va le faire. C'est juste continue, il faut y croire. Ok. Je pense qu'il y a un truc, c'est que je sais pas, même moi, parfois, je suis en mode, pourquoi je suis encore là? Et je pense qu'il y a vraiment un truc où j'ai pas envie d'abandonner, il y a une sorte de résilience en moi. En fait, c'est pas que je sais que je vais réussir dans mon truc. Ok. Je sais juste pas quand, et ça prend son temps, mais je sais que je vais réussir parce que je vais mettre tout, non pas par se dire, ah, je suis hyper fort, je vais réussir, juste parce que je vais mettre tout en place pour réussir. Et donc pour moi, ce sera ça, en fait, le fait de réussir, c'est le fait que j'aurai tout donné pour atteindre cet objectif-là. Et en fait, ça demande une question tu vois, de se re-questionner H24. Enfin, tu vois, de faire du print club, de me dire, ok, ça n'a pas fonctionné, bah, je change. Mais vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui va fonctionner? De vraiment d'avoir un gros travail aussi un peu sur moi, en me disant, voilà, ça a marché, ça va marcher, genre, comment est-ce qu'on pourrait changer? Enfin, et du coup, vraiment, je dirais, bah, continue, juste faut tenir bon et croiser. Enfin, Tenir bon et rester un peu flexible, du coup. c'est ça, ouais. Oui. Et de se dire qu'il n'y a rien qu'à arrêter, en fait. Ouais. Et moi, j'ai un petit truc que je fais aussi sur les moments un peu graves, tu vois, où tu te dis, ah, voilà. Je me dis, qu'est-ce que je vais penser de cette action-là, de ce qui s'est passé dans une semaine? Qu'est-ce que je vais en penser dans 2 semaines? Et quel sera mon ressenti, tu vois, dans un an? Et en fait, je te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui est vraiment grave, en fait. Oui. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai vécu dans mon parcours de vie, hein, mais Oui, je pense non, que ça c'est permet clair. de relativiser beaucoup les petits problèmes du quotidien. Ouais, t'apprends ça quand t'es entrepreneur, qu'au final, rien n'est très grave Non. et que faut y aller, quoi. Faut trouver des solutions. Par contre, c'est un vrai truc. Ta vie, c'est juste, ce sera quoi le problème aujourd'hui? Ah, bon, ok, ça, ah, ok. Et c'est ta réaction qui est la seule manière c'est le truc que tu vas pouvoir avoir en contrôle, c'est ta réaction par rapport à ça. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc, mais un peu sur soi-même ou je sais pas quoi, mais il peut t'arriver que des merdes, il va t'arriver que des merdes, et ça va continuer à m'arriver que des merdes, je le sais. Juste, par contre, ce que je peux garder en contrôle, c'est pas forcément ces actions-là, mais c'est ma manière d'interagir par rapport à ça, ma manière de réagir et ma manière de trouver des solutions. Mais c'est pas simple tous les jours, hein. J'ai pleuré 3 fois par semaine, enfin, ça fait partie j'ai signé avec ça, genre, je fais partie du jeu, mais il y a des moments où, bah voilà, je doute tout le temps, enfin, en fait, c'est pas du tout ça la question, mais j'ai des choix, je les assume, je continue et on y va, quoi. Ouais, c'est clair qu'émotionnellement, c'est Les compliqué. montagnes russes. Et du coup, moi, avec Simone, j'organise des masterclass en ligne tous les mois avec des expertes. Et du coup, je fais des interviews comme ça aussi. Ouais, c'est trop Est-ce sympa. qu'il y a des gens que t'aimerais, ou des gens ou des sujets que tu aimerais bien voir en masterclass qui pourraient t'aider? Il y a un sujet pour moi en ce moment, c'est comment ça fonctionne les pay ads sur Instagram. Ah, ok. Je rigole, mais moi, c'est mon truc, la méta en ce moment, c'est en mode, Non, mais c'est quoi ce truc? c'est une bonne question. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Et après j'ai 1000 personnes qui m'inspirent dans l'entrepreneuriat. J'en ai vraiment plein. Ouais. J'en ai trop, faut que je lâche un nom de quelqu'un. Bon, je sais pas, après, tu vois, Ariane avec qui je fais le projet, elle a une boîte de dingue. Je trouve que c'est aussi un beau truc à voir de comment elle construit son personal branding, sa marque. Enfin, c'est hyper cool. Et sinon, après, je te dis, j'en ai rencontré 1000 de marques trop cool. T'as une marque que je trouvais sympa aussi récemment, c'était Marie d'Ambroiselle, elle fait des bijoux. Et sa sœur, elle est pâtissière. Donc, les deux sisters, c'est genre trop stylé. Moi, j'ai vu, elle avait préparé son petit truc quand elle vient de pop et en fait, elle avait fait de la joaillerie. Et l'autre sœur, elle avait fait Andy, elle fait de la pâtisserie, elle est influenceuse de pâtisserie. Et du coup, les deux ensemble, je me dis, mais c'est trop stylé. Et donc, ça, c'était un duo que j'avais bien aimé. Et t'as la fille aussi qui a écrit Claque en Paris. Elle a une bonne énergie, j'aime bien. Ok. Clarisse, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Ça marche. Cool. J'espère que cet entretien t'a plu. Tous les mois, j'interviewe des fondatrices de marques de mode, alors abonne-toi pour voir les prochaines.